Bonsoir à tous, merci d'être là. Euh, on va donc faire un talk avec Mathilde sur comment faire de la perf en fait sans être déçu. Et oui, parce que c'est en fait assez facile de faire de la perf en étant déçu. On va se présenter rapidement. Mais du coup, Mathilde et François, on est donc deux tech leads à Théodo. Et on a eu de la chance il y a quelques temps, enfin ça va faire un an en fait maintenant, on a fait en fait un projet full dédié performance. Ce qui arrive très rarement, hein, quand vous avez un client qui vous dit on a un problème de performance, vous avez 3 mois, allez-y, corrigez-moi la performance, vous avez carte blanche. Ok, trop bien, nous on y va. Donc avec Mathilde, on a intégré une équipe en fait avec 4 autres développeurs et on devait du coup améliorer la performance d'un site e-commerce du luxe français. Bon, la perf était vraiment pas bonne. Donc, en termes de satisfaction, la chargement de la homepage, elle faisait environ 6 secondes. Et notre score light-up, c'était de 4 sur 100. Donc, c'était vraiment bas. Et notre mission, du coup, avec Mathilde, c'était du coup de passer la performance au moins de 4 à 50 pendant une durée de 3 mois. Et du coup, les technos, c'était quoi? On avait du Next avec du server-side rendering, on avait du TypeScript, et puis du coup, on était sur du monorepo. On va revenir sur ces détails juste après, mais pour le moment, voilà, on attend juste ça. Alors, l'objectif du talk, c'est vraiment de parler de motivation et de performance. Et là, l'idée, ça va être en fait de retracer un peu toutes nos améliorations et en fait comment est-ce que nous on l'a vécu à travers en fait la motivation au jour le jour en fait sur notre projet. Donc au début, on était vraiment hyper motivés parce que le projet était vraiment génial. Donc voilà, la barre de motivation à 100% et puis du coup, on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure. On arrive sur le projet et bien évidemment, il faut commencer quelque part. Donc on a eu pas mal d'idées, regarder le cache, la taille des images, etc. Et bref, arbitrairement, on est parti sur la taille du bundle. Donc on a utilisé Webpack Bundle Analyzer pour voir le résultat de notre bundle. Et on a eu ça. Et donc vous voyez sur la capture d'écran qu'on a 4 gros blocs index.js. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc, pour vous rappeler l'architecture du projet, on est en monorepo, on avait 3 applications différentes qui utilisaient des librairies de composants partagés, qui elles-mêmes utilisaient des librairies utilitaires. Et donc du coup, on a cette architecture-là qui fait que par exemple, libcore, c'est utilisé dans libcart, libcart est utilisé dans account, etc., etc. Donc on a ce gros schéma. Et donc, en fait, ces 4 gros index.js qu'on voit à l'écran, ça correspond en fait à nos librairies de composants partagés. Et pourquoi c'est si gros? Déjà, on pense qu'il y a un problème parce que c'est pas normal qu'on ait des blocs aussi gros. Le but, c'est de faire du code splitting au max, donc d'avoir des petits carrés le plus petit possible. Et en fait, ce qui n'allait pas, c'est qu'on bundlait nos dépendances dans chacune de nos librairies. Donc, on part avec notre code source, nos dépendances, et au moment du build, en fait, ce qu'on a à la fin, c'est notre code source plus toutes les dépendances qui sont avec. Et ça, c'est pas bien parce que du coup, c'est pas aux librairies d'embarquer leurs dépendances, mais c'est aux applications qui les utilisent d'aller chercher leurs dépendances et de les installer si besoin. Du coup, si on prend l'exemple de Lodash, qui est utilisé absolument dans toutes nos librairies, donc libcore utilise Lodash, libcore component utilise Lodash, libcart component utilise Lodash, etc., etc. Quand on bundle le tout, on se retrouve avec Lodash qui était dupliqué 8 fois dans le bundle. C'est énorme. Du coup, là, on se dit, ok, c'est bon, on a trouvé le problème. Lodash dupliqué 8 fois, j'imagine même pas ce que ça fait avec les autres librairies. Et donc, du coup, là, on se dit, on a vraiment trouvé le problème. On va supprimer tout ce bundling de dépendances et on va réduire drastiquement la taille de notre bundle, ce qui fait qu'on va passer beaucoup moins de temps à aller télécharger notre appli. Bon, on fait le test. On résout le problème, donc à base de config webpack, config rollup, tout ça, je vous épargne les détails. Mais à la fin, on se retrouve du coup avec notre homepage, c'est la taille en fait du JavaScript. On était à 1 méga 7 en fait au tout début, et puis avec ces améliorations, on tombe en fait à moins de 500 kilooctets. Bon, du coup, c'est une très très belle amélioration au niveau de la taille du JavaScript. Mais là, on se dit quoi? On se dit que bon, finalement, nous avons trouvé le problème. On a fini le projet en avance, bien sûr. Et du coup, on va se dire, allez, la performance, hop, c'est bon, on va atteindre les 40, pourquoi pas 50, hein, un peu tout, pourquoi pas. Il se trouve en fait qu'après coup, après en fait avoir montré au client comme quoi tout allait bien se passer, c'est bon, nous avons trouvé le problème et tout, on refait les mesures en fait le lendemain, donc après avoir fait la mise en prod, et là on se retrouve à 14 sur 100, ce qui n'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. Donc nous, bien sûr, on était hyper motivés, là forcément, on s'en prend en fait, on prend quand même
une belle claque. Et donc là, on se dit, en fait, ce qu'on se rend compte ici, là, c'est que, en fait, on se rend compte que faire de la performance, c'est pas en fait résoudre un problème. Il n'y a pas un problème en fait qui fait que votre site est lent. En fait, c'est un marathon, c'est-à-dire qu'il y a plein de problèmes différents. Il faut les tacler les uns après les autres. Et enfin, ouais, nous, on s'en est rendu compte un peu comme ça. Et du coup, la question maintenant, c'est comment on fait? Donc du coup, bah, on décide de creuser un peu plus le score Lighthouse, parce qu'au final, c'est ce qu'on doit régler pour notre client. Et on utilise donc le calculateur Lighthouse. Donc pour rappel, Lighthouse, c'est un agrégat de plusieurs métriques qui ont un poids différent sur le score. Donc par exemple, on a le FCP qui correspond à la le premier rendu qu'on a de notre page. Donc ça peut être une page blanche complètement, et d'autres métriques dont je vous parlerai plus tard. Et donc on reporte nos mesures, parce qu'on avait quand même mesuré chaque métrique au fur et à mesure. Et on se rend compte que sur le LCP et le TBT, on est complètement mauvais, on est en dehors des clous, ce qui fait qu'en fait, même si on a fait des améliorations sur ces deux métriques, ça n'a eu aucun impact sur le score Lighthouse, parce qu'en fait, on était trop mauvais. Donc, par exemple, là, oui, sur le LCP, on était à 15 secondes, alors que le max c'est 8. Voilà. Et en reprenant donc toutes nos mesures, en fait, on se rend compte qu'on a quand même fait de bonnes améliorations sur le LCP. Par exemple, on a réduit par 2 le temps de notre LCP. Donc on a eu quand même de bonnes améliorations, même si ça n'a pas eu d'impact sur le score Lighthouse. Donc on est quand même content. Voilà. On n'a pas fait tout ça pour rien, il y a quand même eu un impact positif sur la performance. Donc voilà, on reprend notre petit. Donc là, voilà, ce qui est important, c'est que le score Lighthouse, en fait, concrètement, en fait, il n'a aucun sens. Vraiment, utiliser les sous-métriques, hein, rester focus sur les sous-métriques. Et qui dit on reste focus sur les sous-métriques, il y en a du coup, je ne sais plus, 6 ou 7. Ça veut dire qu'il faut les mesurer en fait à chaque fois. Donc on les mesure au fur et à mesure. Donc là, on les mesurait tous les jours, voire 2 fois par jour, il me semble. Au début, on faisait ça à la main. Alors, grand conseil là-dessus, ne le faites pas à la main, utilisez des outils du coup dédiés à cet effet. Là, par exemple, je vous ai montré donc, une capture en fait, de l'outil Google Lighthouse CI. Donc là, concrètement, on l'avait paramétré en fait, pour que on puisse en fait, avoir un run tous les jours sur du coup, notre système prod pour voir en fait, ce qui se passe. Ça a de gros avantages, notamment quand on fait de l'amélioration de performance. Si jamais vous avez des régressions, moi ça apparaît très très clairement. Donc là c'est une capture d'écran que j'ai fait à la fin du projet, donc on était plutôt vert à la fin, mais vous voyez qu'au tout début, il y a eu une régression et en fait ce qui s'est passé c'est que là vous voyez les sous-métriques qui est en bas. Du coup vous voyez qu'on a eu un gros problème sur le TBT et grâce à cet outil, en fait, on a pu le trouver directement après la MEP et du coup corriger le problème très rapidement. Donc voilà, utilisez des outils qui permettent de mesurer régulièrement en fait, et d'enregistrer en fait, vos mesures et faites en sorte en fait, d'avoir les sous-métriques et de ne pas vous focaliser sur la métrique globale. Autre point important, donc je parlais de sens au niveau des métriques. Au début, nous, on faisait toutes nos métriques en fait en 3G parce que c'était comme ça que Google Lighthouse en fait était paramétré au départ. Point important, c'est faites en sorte en fait d'avoir des métriques qui soient adaptées en fait à vos utilisateurs. Ça aura plus de sens pour le client quand on lui parle en fait de FCP ou de LCP. Il comprendra plus si on se met en fait à la place en fait de nos users qui sont en 4G plutôt qu'en 3G. Donc là, on passe en 4G, ça veut dire quoi? Notre score en 3G qui était de 16, maintenant en 4G il passe à 75. Ok, why not? Là, ce qui est important de retenir, c'est qu'on ne montrera plus du tout le score Lighthouse global pendant le reste de la présentation. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, par exemple, c'est une sous-métrique, donc le time to interactive en fait en 4G, chaque point c'est une mesure, qu'on a du coup fait tout au long du projet. Et là, vous voyez par exemple que, à un moment donné, on a fait une MEP, on a amélioré du coup le time to interactive, et vous voyez clairement en fait, on voit clairement la différence en fait entre deux paliers quoi, qui apparaissent. Donc voilà, tous nos outils maintenant sont prêts, on a tout ce qu'il nous faut, on a les mesures, on sait comment les interpréter, donc maintenant il n'y a plus qu'à attaquer. Quoi. Yes. Du coup, on reprend le résultat de notre score Lighthouse et on décide de s'attaquer du coup, soit au LCP, soit sur le TBT, parce que c'est là où on a le plus de mal. Et on prend le TBT parce que c'est là où on est le plus proche de rentrer dans les clous. Donc le total blocking time, la définition de Google, c'est the blocking time of a given long task is its duration in excess of 50 milliseconds.
And the total blocking time for a page is the sum of the blocking time for each long task that occurs between FCP and TTI. La première fois que j'ai lu ça, je n'ai pas trop compris. Du coup, rien ne vaut mieux qu'un schéma. Donc, si vous avez une longue task qui fait 300 millisecondes, le total blocking time, il est calculé en sommant en sommant toutes les longues tasks et en retranchant à chaque fois 50 millisecondes. Ce qui fait que dans le premier cas, on va avoir un total blocking time de 250 millisecondes. Dans le deuxième cas, si vous avez 3 longues tasks qui font chacune 100 millisecondes, on a toujours 300 millisecondes au total, mais cette fois-ci, notre total blocking time vaut 150 millisecondes, vu qu'on enlève 50 millisecondes à chaque fois. Donc vous voyez où je veux en venir. Si vous avez vos longues tasks qui sont splittées en petites tasks, qui font moins de 50 millisecondes, ben là c'est jackpot et vous avez un total blocking time de 0 millisecondes. Et pourquoi c'est important de splitter vos longues tasks? En fait, une longue task, ça peut être, c'est une exécution dans le stade de la script, par exemple quand vous téléchargez le JS de votre application, c'est une longue task, et plus elle est longue, et moins l'utilisateur va reprendre la main facilement. Donc si vous avez un utilisateur qui clique sur un bouton, et que ce clic il a été fait au moment de l'exécution d'une longue task, on va devoir attendre que cette longue task soit finie pour rendre la main à l'utilisateur. Donc plus elle est longue, et plus votre utilisateur il sera frustré, parce que le retour sera long. Bref, du coup, on a pris une capture d'écran avec les Chrome DevTools sur l'onglet Performance, et là en fait on se rend compte qu'on a une grande tâche qui s'appelle Next.js Before Hydration, et je laisse François vous expliquer ce que c'est. Oui, alors je suis sûr que pour beaucoup parmi vous, vous savez, vous comprenez du coup l'hydratation et du coup tout ce qui est lié en fait au server-side rendering, mais très rapidement en architecture donc single page app, vous avez du coup quand le client demande en fait quelque chose de la part du serveur, il a du coup un HTML qui est vide ou quasi vide, et du coup quand le JS y revient, React, quand tout est sur le client, il fait son rendering, hop, l'utilisateur il voit sa page, il peut commencer à cliquer. Ce qui est intéressant sur la partie server-side rendering, c'est qu'on ne va pas attendre que React côté front pour commencer à voir des choses qui apparaissent sur la page. Le HTML n'est pas vide, il est du coup pré-rendu côté serveur. Donc React va faire un server-side rendering côté serveur, et quand on le reçoit, côté client, React doit quand même refaire un rendering en fait de son côté. Et donc l'étape de rendering côté client pour pour render la page, il doit faire ça et aussi du coup comparer le résultat en fait de ce qu'il a réussi en fait à render côté client avec ce qui est renvoyé en fait du HTML. Et donc ces deux étapes-là, c'est ce qu'on appelle l'hydratation. Pour faire simple. Du coup, nous, on regarde un peu et on commence à faire des tests. On se dit, bon, on va essayer d'enlever des morceaux de notre site pour voir en fait où est le problème au niveau de l'hydratation. Là, on décide d'enlever la nav. Bon, on se rend compte que là, c'est de là d'où venait le problème, parce que notre total blocking time baissait de manière significative. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Il faut imaginer qu'en fait, notre nav, c'est quoi? C'est un site e-commerce. Et du coup, dans un site e-commerce, vous avez en fait des centaines et des centaines en fait, de liens. Donc nous, pour vous donner une idée, on avait du coup des catégories, des sous-catégories, des sous-sous-catégories, et je pense même des sous-sous-sous-catégories. Imaginez Amazon, ce genre de choses. Et du coup, chaque lien, c'est un composant qu'il faut render. Et du coup, en fait, on avait environ 150 liens, donc 150 sous-composants qu'il fallait render en fait, à chaque fois. Du coup, nous, notre objectif, c'est de splitter cette longue task qui est l'hydratation de notre navigation en plein de petites tâches. Donc, pour faire ça, comment on s'y prend? La première chose qui vient à l'esprit, c'est de faire des imports dynamiques, du lazy loading. Donc le lazy loading, c'est le fait d'envoyer un placeholder à la place du contenu HTML et on va le télécharger au moment où on en a besoin. Donc par exemple, quand l'utilisateur va over sur la catégorie, on va aller charger le JS correspondant et ensuite, hop, on va afficher le HTML qu'il faut. Et nous, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que comme on est un site e-commerce, on a besoin d'être référencé. Donc c'est pas compatible avec le SEO, puisque du coup les liens n'apparaissent pas au premier rendu, et donc du coup le bot qui va venir crawler notre page, il n'aura pas accès à ces liens, et du coup la page de mon sac préféré, elle ne sera pas référencée sur mon moteur de recherche préféré. Du coup là on est un peu démotivé, on se dit mince, on avait vraiment un gros problème, mais on n'a pas les moyens de le résoudre, donc on est un peu triste. Et finalement, en discutant avec d'autres personnes de Théodo qui ont eu le même problème que nous, il nous conseille de partir sur de la lazy hydration. Donc l'hydratation, comme disait François tout à l'heure, c'est le fait de rendre le code interactif. Et du coup, la lazy hydration, c'est le fait de dire à React, mange ce code-là, prends-le interactif, mais celui-là, ne t'en occupe pas maintenant, tu t'en occuperas plus tard.
Du coup, ce qui se passe, c'est que au premier rendu, on a quand même le HTML qui est présent sur la page, mais c'est juste que c'est pas interactif. Donc si l'utilisateur veut cliquer, il va rien se passer. Mais au moins, ça répond à nos contraintes de SEO. Du coup, notre navigation, ce qu'on veut faire, c'est splitter chaque bout de catégorie pour en faire une longue tasse. Enfin, une longue tasse par catégorie, pardon. Donc concrètement, au niveau du code, ça correspond à quoi? Il existe, alors il existe, en vrai, je pense qu'il existe deux librairies qui permettent en fait de faire de la déshydratation. Donc c'était, au moment où même on l'avait testé, c'était assez expérimental. Mais du coup, on a utilisé une librairie qui s'appelle React Lazy Hydration, donc qui vous fournit en fait juste un composant dans lequel en fait tout le children en fait de ce composant, eh ben, il va être déshydraté comme on vient d'expliquer avant. Et là ici, vous voyez que j'ai juste mis un when idle, donc en gros ce qui est à l'intérieur va être hydraté que à partir du moment où le main thread en fait il sera du coup disponible. Donc voilà, c'est juste une capture, mais on a bien amélioré du coup la partie, la longue tasse en fait qui avait en haut, elle a bien diminué, donc ça super, on y arrive. Et du coup, ce qui est plus intéressant, c'est au niveau des métriques qu'on a juste après. On a mis du coup en place la déshydratation au tout début, on a vu que ça marchait bien, donc on a commencé à se dire ok, on va le mettre partout sur le site, donc on a commencé à le mettre un peu partout. Donc là vous voyez là, ça diminue, donc ça c'était au fur et à mesure où on mettait en place le déshydrate sur la nav. Donc ça a marché vraiment très très bien, donc on est passé de 600 millisecondes en fait de total blocking time à moins de 250 millisecondes, ce qui est vraiment pas mal. Et tout ça vraiment que grâce à la partie déshydratation, je tiens à préciser. Donc voilà, donc là super, on a amélioré le TBT, du coup, Et du coup, on s'attaque au deuxième truc qui n'allait pas sur notre Core Lighthouse, le LCP. Donc, le LCP, pour rappel, c'est le moment où on a quasiment toute la page qui est chargée. Donc nous, en mobile, ça correspondait à notre image de couverture. Du coup, comme on est en server-side rendering, le rendu est fait côté serveur et on s'attend à ce que le LCP soit hyper proche du FCP parce qu'en fait, tout ce qui reste à faire, c'est de charger l'image. Et en fait, l'image, elle est chargée ici, après tous les JS. Donc c'est pas normal, on a essayé de faire des preloads sur l'image, ça n'a pas marché. Et en fait, c'était à cause d'un autre problème. Ouais, donc, comment expliquer donc on est sur un site où du coup on a mis en place tout au début du projet du lazy loading en fait de nos images. Donc on met en place du lazy loading et ce qui est important du coup c'est que le lazy loading en fait se fait en JavaScript, c'est-à-dire qu'on est obligé d'utiliser une librairie JS pour justement lazy loader nos images. Pourquoi? Parce que il y a un browser qui posait problème à l'époque, qui ne pose plus de problème normalement aujourd'hui, et c'est Safari qui n'avait pas en fait du coup le lazy loading natif directement dans le HTML, donc on était obligé de passer par du JavaScript pour pouvoir lazy loader nos images. Le souci c'est que du coup, comme on était sur un site e-commerce, c'est pas nous, on décidait pas en fait exactement qu'est-ce qu'il y avait en fait sur chaque page, donc nous on pouvait pas savoir à l'avance où étaient en fait exactement les images sur la page, donc on était obligé de tout lazy loader, donc on lazy loadait tout. Et le problème, c'est, bon là je l'ai décrit du coup avec les lignes de flottaison, tout ce qui est du coup au-dessus de la ligne de flottaison, donc c'est ce que l'utilisateur voit en fait au premier chargement de la page, ces images-là étaient lazy loadées. Du coup, ça veut dire que comme elles sont lazy loadées, il faut quand même attendre le JS pour qu'elles puissent commencer à se charger. Donc finalement, on attendait que le JavaScript soit chargé pour enfin avoir l'image qui apparaît. Donc là, alors là, il n'y avait pas de magie. On a trouvé des petites magouilles pour essayer de savoir est-ce qu'il y allait avoir une image ou pas, quelles images devaient être lazy loadées ou pas sur la page. C'est compliqué si vous avez un CMS et que c'est votre CMS en fait qui vous dit où et quoi. Mais les résultats en fait sont là. Donc là, vous voyez, j'ai le LCP en vert et le FCP en rouge, et comme le disait Mathilde, il faut que ça soit le plus proche possible parce que la seule différence, le seul delta qu'il doit y avoir entre les deux, c'est le chargement en fait de l'image, ou quasiment que ça. Et du coup, vous voyez que là, on passe de 1 seconde en fait de LCP à vraiment, de 10 secondes de LCP à, non pardon, 1 seconde à moins de vers 500 millisecondes en fait de, là, je suis perdu. Pardon, 10 secondes à 5 secondes. Excusez-moi. De LCP. Donc là, c'est top, on est plutôt content donc en 3G. Donc là, on a résolu nos deux gros problèmes qu'on avait. Du coup, on peut voir la suite de ce qu'il y a.
Ok. Du coup, bon, bah, au final, donc il n'y avait pas eu que ces deux problèmes, on a aussi réglé en fait tous les autres au fur et à mesure en fait du temps. Donc voilà, on atteint finalement les 99 en performance en 4G, je dis bien en 4G. En 3G, c'est toujours resté aux alentours de 50. Et en 4G, du coup, on était bon. Donc voilà, on a tout amélioré. Ouais. Et du coup, bah, tous les apprentissages qu'on a pu faire sur ce projet, donc c'est que, la perte c'est un marathon, il n'y a pas qu'un seul problème, il y en a plein, et donc à nous de les trouver. Mesurer et sauvegarder régulièrement, ça vous permet de déjà savoir si vous êtes toujours OK au niveau de la performance, si vous faites des régressions, quelles sont les actions qui sont bonnes ou pas bonnes pour votre performance. Creusez vos métriques, ne vous limitez pas à une métrique qui est trop générale. Donc, par exemple, nous, le score Lighthouse, au début, on s'est focalisé sur ça, c'était pas bon. Il fallait vraiment qu'on affine les métriques, donc c'est pour ça qu'après, on a utilisé les sous-métriques de score Lighthouse. Connaissez vos utilisateurs. Nous, ça faisait beaucoup plus de sens de partir en 4G et de donner des résultats à nos sponsors et à notre client en 4G, parce que pour lui, ça ne va pas forcément nous parler des scores en 3G. Et enfin, expérimenter. Donc nous, on n'a pas eu peur d'utiliser la partie les IA même si c'était que expérimental. Il fallait essayer et franchement ça a super bien marché. Donc voilà, n'ayez pas peur de tester des trucs. Au pire ça marche pas, c'est pas grave, c'est un apprentissage. Voilà, je vous remercie et est-ce que vous avez des questions? Un deuxième micro. Allez, vous êtes content de la sortie de React 18 du coup, parce que ça a l'air de répondre à deux des grosses problématiques. Alors, personnellement, c'est mieux là. De pas garder ce micro là. C'était un piège. Oui, en effet. Même du coup, on a suivi de très près tout le travail en fait d'Anne Abramov et tout, tous ces tweets et puis tout ce qu'il a fait sur GitHub, comment c'était déjà. Enfin, il a vraiment beaucoup travaillé en fait sur la partie justement faire en sorte que l'hydratation en fait soit la plus lazy en fait possible. Finalement, c'est ce qu'il voulait. Nous, on a dû le faire manuellement avec des librairies. Alors, on n'aurait pas eu ce continent, donc tant mieux. C'est ça. Mais du coup, normalement, tout le monde pourrait en bénéficier bientôt. Surtout sur React 18. C'est ça. D'autres questions? Hyper intéressant. La réponse soit peut-être hyper rapide. Vous m'avez dit que vous avez dû gérer les parties authentifiées sur le site en modèle. Alors sur toute la partie authentification, on s'en est pas occupé. Donc là, vraiment, l'objectif c'était surtout d'un point de vue SEO finalement, enfin vraiment d'améliorer la performance en fait des pages listes, la homepage en fait et des pages produits. La partie, tout ce qui est la partie client avec les commandes et tout, on s'en est pas préoccupé. Et même, on s'est vraiment très focus en fait sur le chargement des pages. On s'est pas focus en fait sur toute la partie navigation utilisateur, enfin navigation, c'est-à-dire progression utilisateur sur tout le site. Donc c'était vraiment focus sur chargement. C'est quoi les pages types que vous testiez sur le service? On testait du coup les pages listes de produits, donc il y a beaucoup de temps changé, il y a pas mal de choses à changer dessus. On avait aussi la homepage et les pages de détail de produits. Et à chaque fois, on récupérait donc les produits qui étaient. On essayait de prendre des produits qui étaient les plus vendus, enfin du coup les plus visités, et aussi du coup les produits les moins visités, enfin les pages de produits moins visités. Pourquoi? Parce que derrière on avait du cache, et du coup on voulait voir à peu près qu'est-ce qui allait se passer en fait si l'utilisateur arrivait pour la première fois sur une page en fait qui n'était pas cachée. Vous avez beaucoup parlé des impacts que votre travail a eu sur la perte, et c'est assez ouf. Et est-ce que vous avez eu des retours sur les impacts que ça a eu au niveau produit, au niveau des utilisateurs que vous avez réussi à. Enfin, est-ce que vous avez eu un impact positif sur le CA de la boîte?
Alors, malheureusement, je réponds déjà sur la partie CR, parce que je suis celui qui est resté le plus longtemps, mais malheureusement, je suis parti juste avant le moment où justement on allait avoir les impacts financiers, entre guillemets, de tout notre travail. Donc, je ne sais pas, mais a priori, c'était plutôt positif, de ce que j'ai cru comprendre. Et puis, pour la partie du coup utilisateur, on suivait, en plus de tout ce qu'on faisait, donc tous les tests qu'on faisait nous-mêmes, manuellement, automatiquement, mais quand même, on avait quand même le CRUX, donc on essayait de récupérer de la data au plus près de nos utilisateurs, donc remontée directement par Google, enfin par Chrome, et du coup, ça nous permettait en fait de savoir où est-ce qu'on se situait par rapport à nos mesures à nous, quoi. Donc on arrivait à avoir, je ne sais plus c'était quoi le FCP, le FCP aussi chez nos users, enfin les vraies mesures de nos users, quoi. Et on se basait là-dessus. Et du coup, pour la partie, les utilisateurs, Cassie nous dit, en gros, pour faire simple, au début, ils n'étaient pas contents. Après, on n'a plus trop entendu parler en fait de performance. Donc on ne sait pas s'ils étaient contents, mais je pense que c'est pas trop mal. Bonsoir, très bonne présentation. Qui dit site e-commerce dit souvent script tierce partie bien merdique. Est-ce que vous avez eu à gérer ce genre de choses, de faire de l'optimisation? Parce qu'on ne l'a pas vu dans les rapports. Alors, je pense que s'il y avait deux choses à améliorer, c'est les A/B tests. Les A/B tests, du coup, c'était comme tu l'as dit, une solution tierce en forte partie du coup qui était utilisée sur le site. On n'a pas du tout réussi à faire quoi que ce soit à ce niveau-là. Et deuxième chose, c'était tout ce qui est lié à la bannière de cookies. On n'a pas réussi non plus à avoir la main dessus, et ça a énormément impacté notamment le LCP. Si l'utilisateur en fait est un utilisateur pour la première fois qui arrive sur le site, la bannière de cookies arrive très tard, et du coup c'est une expérience qui est mauvaise. Donc nous, de notre point de vue, il faudrait qu'on calcule en fait le LCP limite en fait par rapport à cette bannière de cookies et son apparition finalement. Parce que c'est ça qu'on veut, que ce soit rapide pour l'utilisateur au final. Et on n'a pas du tout réussi à faire quoi que ce soit à ce niveau-là. C'était pas des problèmes techniques, hein, c'était plus des problèmes en fait d'ordre humain, voilà, ce genre de choses. Et est-ce que vous avez réussi à faire prendre conscience au métier que ces outils étaient un problème de performance? Alors ça oui, ça ils ont très bien compris. D'ailleurs, à la fin, c'était les dernières améliorations, c'était ça, hein, mais on s'arrêtait là. Toute dernière question. De toute façon, après, la discussion continuera autour des pizzas, etc. pour les choses les plus avancées, ou s'il y a peut-être pas compris tous les acronymes, ça faisait beaucoup d'acronymes d'un coup. Bon, en tout cas, c'était vraiment super cool. Merci à regarder retour expérience en plus, vraiment c'est super cool. Merci à vous. On peut les applaudir.